Bonjour à tous et bienvenue sur notre vidéo. Je me présente, Ségolène Labesque, je suis référente nutrition pour Littoral Normand. Bonjour, Louis Jacquin, référent robot à Littoral Normand, et lors de notre webinaire, nous allons aborder le sujet de l'alimentation automatisée. En préambule, je vais vous présenter le sommaire de notre intervention. On aura bien sûr une introduction, on regardera dans le point 2 le panorama de l'offre, nous détaillerons les raisons qui peuvent pousser à cet investissement, on parlera de la gestion de l'alimentation, puis ce qui concerne l'installation. Ensuite, on ira sur ce qu'est l'impact travail et sur l'impact économique, et enfin, nous terminerons avec une conclusion. Donc on peut noter que l'automatisation de l'alimentation n'est donc pas très présente actuellement sur le territoire national. Par contre, il faudra s'attendre dans les années qui viennent à que ce mode de distribution se développe. Donc dans le point 2, nous allons aborder le panorama de l'offre. Actuellement, il y a plus de 10 constructeurs présents sur le marché national. Ils sont issus tant d'équipementiers agricoles traditionnels que de spécialistes de la robotique agricole, de la traite robotisée notamment. Donc il existe plusieurs types d'outils que nous allons détailler après. Il y a des outils qui sont en mélange en poste fixe avec un robot distributeur. Il y a des robots qui sont distributeurs, mélangeurs avec une cuisine pour les fourrages. Il existe aussi un robot distributeur, mélangeur sans cuisine pour les fourrages. Et enfin, il faut noter que le robot peut être sur roue ou sur rail, et tout ça en fonction des différentes offres. Alors nous allons commencer par présenter le Kuhn Aura. Donc c'est dans son système le seul qui fonctionne de façon autonome pour la distribution, le mélange et ne nécessite pas de cuisine pour les fourrages. C'est le robot lui-même qui va se servir au silo. Ensuite, il existe le Lely Vector. C'est un robot distributeur mélangeur avec une cuisine pour les fourrages qui est au sol, c'est spécifique de cette marque-là. Et à savoir qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un robot de traite Lely pour pouvoir être équipé d'un Vector. Le robot distributeur mélangeur de chez GEA s'appelle le Derifeed F4500. Et celui-ci fonctionne avec une cuisine pour les fourrages, soit en cellule ou soit en caisson. Ensuite vient le Triolier Triomatic. Donc là, c'est aussi un robot distributeur mélangeur avec une cuisine pour les fourrages, également en cellule ou en caisson. Le Gentil Automatic Feeding fonctionne aussi sur ce même système, nécessite l'aménagement de cellules et de caissons. Tandis que pour le robot de chez Delaval, l'Optimat avec l'Optiwagon, on dispose en fait d'une mélangeuse en poste fixe et d'un robot distributeur qui se déplace au niveau des animaux dans la stabulation et il nécessite également une cuisine pour les fourrages. L'Iron Mix fonctionne sur un système similaire, donc on a aussi une cuisine et associée à une mélangeuse. Ensuite c'est l'automate qui distribue la ration au niveau des animaux. Donc voilà, on a détaillé une part de l'offre. Il existe, une part. Il existe certains outils que nous n'avons pas ici présentés, mais bien sûr c'est non exhaustif. Donc le point 3 de notre intervention concernera les raisons qui poussent à cet investissement. Les 3 principales raisons qui sont évoquées par les éleveurs lors du passage en alimentation automatisée sont en premier lieu, bien sûr, la réduction d'astreintes liées à l'alimentation. Pour certains, il s'agit aussi de la possibilité d'optimiser la gestion de l'alimentation. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Et pour d'autres, il ressort aussi un argument qui tourne autour de la baisse de la dépense énergétique au niveau de la distribution. Donc c'est vrai, comme Louis explique, c'est un outil qui permet d'aller chercher beaucoup d'optimisation au niveau de la technique et de la gestion de l'alimentation. Grâce à ce type d'outil, les animaux se retrouvent avec un accès permanent de la ration à l'auge. Elle est toujours fraîche, elle est fabriquée au fil de la journée. Du coup, ces animaux-là ont forcément une meilleure santé digestive et on observe quand même aussi un petit peu moins de concurrence et moins de gaspillage. Comme je disais précédemment, les rations peuvent être réalisées de façon plus précise parce que le fait d'avoir un outil qui fonctionne de façon autonome et souvent avec des plus petits volumes que les mélangeuses traditionnelles, on peut diviser des lots d'animaux et donner des rations spécifiques en fonction des besoins. Donc par exemple, des animaux en début de tarissement ou en prépa-vélage, il est facile de faire 2 voire 3 rations différentes sans que ça soit une contrainte supplémentaire pour les éleveurs et donc d'augmenter du coup les performances techniques de ces vaches en début de lactation. Pour les génisses, de même que pour les taurillons, c'est facile aussi de faire des rations en fonction de l'âge et le niveau d'ingestion de chaque lot.
afin de valoriser la croissance et GMQ. Pour les vaches laitières, toujours pareil, on peut faire des rations pour plusieurs lots, des débuts de lactation, des fins de lactation. Et il existe plusieurs études qui montrent un gain de 5% de production chez les éleveurs chez qui ce phénomène-là était préalablement une contrainte. Pour autant, il y a quand même certains points de vigilance avec ces systèmes d'automatisation de l'alimentation. Il faut faire très attention à la conservation des fourrages. À partir du moment où les fourrages sont collectés au niveau du silo, puis ensuite entreposés dans les cellules, il peut y avoir éventuellement parfois des reprises de fermentation. Ensuite, il y a un entretien de la table d'alimentation qui reste très très important à faire de la part de l'éleveur. Et également, puisqu'on est sur un système qui permet une plus grande précision de l'approvisionnement en ration, il faut aussi ne pas oublier de faire des analyses de fourrage fréquentes au cours de l'année. Donc on va enchaîner avec ce qui concerne l'installation, qui est notre point 5. Alors il est important de regarder la réelle faisabilité de ce projet en fonction du site, parce que en fonction d'éventuellement de pentes, on peut avoir des contraintes pour réaliser certaines installations, au niveau notamment des automates qui se retrouvent à avoir des chemins, de suivre des chemins. S'il y a trop de pentes, des fois ils ne peuvent pas se rendre à certains endroits. Ou alors ils nécessitent certains ouvrages. Et donc, bien sûr, il faut étudier l'accessibilité des bâtiments qui peut être pénalisée par une route ou une distance excessive. Donc, on va regarder l'intérêt et les limites de deux types de convoyeurs. Donc, les convoyeurs qui seront sur roue ou sur rail. Au niveau des convoyeurs, convoyeurs distributeurs ou mélangeurs, bien sûr, sur roue, l'intérêt principal, c'est que ça facilite l'accès à cet outil à aller dans différents bâtiments, dans plusieurs bâtiments. Il n'y a bien sûr pas de contrainte sur la charpente parce que pas de rail. Et c'est assez facilement adaptable à des bâtiments déjà existants. La capacité de charge est également de manière notable plus importante. Et il est possible d'inclure un repousse-fourrage sur l'outil. D'ailleurs, certains sont automatiquement équipés. Donc la limite, c'est la gestion du circuit, en fonction de la nature des sols. Il nous faut quand même des sols bien stabilisés pour permettre à ces équipements de circuler. Bien sûr, pour les équipements qui ont une batterie, il peut y avoir un temps de rechargement qui peut être non négligeable et la batterie peut avoir une durée de vie qui n'est pas non plus à durée indéterminée. Et il faut noter aussi un point qui est moins souvent traité, c'est qu'il faut faire aussi attention au niveau sécurité. Ce sont des engins autonomes, donc qui normalement rentrent dans le cadre d'un cahier des charges au niveau de la sécurité des engins. Alors, on va regarder la même chose au niveau des automates donc sur rail. L'avantage, logiquement, pas de contrainte au sol. On peut passer au-dessus d'un circuit sale sans salir l'outil, ce qui n'est pas le cas bien sûr des outils sur roue. Ça peut permettre un mélange et une distribution simultanée. Et si c'est sur rail, il n'y a souvent pas de recharge, pas de temps de recharge. Alors la limite principale, c'est au niveau des contraintes qui peuvent être sur la charpente avec le poids de l'outil. Les hauteurs de rail dans les bâtiments qui peuvent aussi nous gêner la circulation pour d'autres outils. La capacité de charge qui est régulièrement moins importante. Et il n'est pas possible d'inclure un repousse-fourrage sur l'outil si en même temps l'automate pèse. Au niveau toujours de l'installation, il y a tout ce qui est des équipements. Il y a notamment les silos. Il est important que les silos, dans la mesure du possible, ne soient pas trop éloignés de la cuisine, pour permettre un gain de temps du rechargement de la cuisine. Ou dans le cadre du qu'une aura, pas un temps non plus excessif pour aller chercher le fourrage au silo avant d'aller le distribuer donc, aux animaux. Donc il est aussi important que nos silos permettent une bonne conservation avec un bon avancement. Et donc il faut un bon dimensionnement des silos. Et on l'a déjà dit tout à l'heure, mais beaucoup utilisent également des conservateurs pour préserver donc, la qualité du fourrage une fois qu'il se retrouve dans la cuisine. Il faut également que nos silos permettent une reprise facile. Donc attention à la hauteur pour quand on prend des décès cubes, mais également à la hauteur dans le cas d'un qu'une aura. Donc maintenant on va parler de la cuisine. Là aussi au niveau du positionnement, le top c'est d'être non loin des silos, toujours pareil pour la recharge de ces cuisines. En général, ce qu'on rencontre c'est des cuisines qui sont indépendantes des zones de distribution quand on est avec des automates sur roue, et à contrario, quand on est des automates sur rail, ils sont à proximité des bâtiments. Au niveau de l'ouverture, ce qui est conseillé, c'est plutôt une orientation nord ou est.
Alors, ce qui est également conseillé, c'est d'avoir un système avec rideau amovible pour se prémunir des intempéries et limiter la présence de volatiles. Maintenant, au niveau du sol, ce qui est conseillé, c'est des bétons lisses, c'est pour l'entretien, et c'est possible avec une légère pente pour permettre une bonne gestion des écoulements. Au niveau du bâtiment, au niveau de la charpente, c'est à prévoir en fonction du type d'automate. Si on a un automate sur rail, ou si on a un système sur pont roulant, comme on peut retrouver sur l'Helivector, il peut y avoir certaines contraintes au niveau de la charpente. Au niveau de la couverture, ce qui est conseillé, c'est de ne pas mettre de translucide. C'est pour éviter, bien sûr, un effet serre, un échauffement des fourrages qui se retrouveront dans ce bâtiment. Maintenant, au sujet du dimensionnement, il est assez variable en fonction du nombre de fourrages qu'on veut mettre à l'intérieur, en fonction du nombre d'aliments, en fonction du nombre d'additifs et du mode de stockage, en fonction si c'est des cubes, des stockers. Mais bien sûr également du nombre d'animaux qui seront à nourrir. Alors une petite idée, comme ça, on peut estimer à peu près à 100 mètres carrés pour 100 animaux. Ensuite, au niveau de la cuisine, donc il y a certains équipements qui sont à prendre en compte. Donc notamment pour les fourrages, il faut bien compter le nombre qu'il y aura du fourrage différent dans la cuisine afin de prévoir suffisamment de zones au sol dans le cas du Lely ou de caissons nécessaires dans le cas des autres systèmes. Également pour les concentrés et les minéraux, à partir du moment où on décide de faire plusieurs lots d'animaux, on peut potentiellement être amené à avoir différents types de concentrés, différents types de minéraux. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont à prévoir au niveau des cellules de la cuisine. Ensuite, au niveau de la circulation de l'agencement dans le bâtiment, donc comme l'a dit Louis tout à l'heure, il faut faire attention aux pentes qui peuvent exister tout autour de la ferme et parfois des pentes dans les bâtiments ou des pentes à l'entrée de certains bâtiments. Les charpentes également, donc si on est sur un système sur rail, il faut prévoir des choses d'un point de vue solidité. Ensuite, le couloir d'alimentation. Alors c'est vrai que on peut envisager de faire des couloirs d'alimentation qui sont un petit peu moins larges qu'auparavant, mais attention toutefois, en cas de nécessité, entretien ou éventuelle panne, il vaut mieux se garder une sécurité et de garder la possibilité de faire passer un système de distribution traditionnel. Ensuite, donc au niveau de la circulation, avec un automate sur roue, il faut en général un sol bien stabilisé, un béton ou bitume, c'est important. Et attention aussi au croisement de l'automate avec d'autres engins ou d'autres véhicules sur l'exploitation, comme par exemple le camion du laitier. Donc ce sont des choses qui sont à anticiper et si possible à éviter. Et également, c'est pas parce qu'on part sur un système d'alimentation robotisé qui passe très régulièrement devant les animaux pour distribuer la ration qu'on peut se permettre de baisser le nombre de places à l'auge. Il faut toujours privilégier d'avoir bien une place par vache. Donc au niveau de la capacité, il faut quand même s'assurer que l'outil est en phase avec le nombre d'animaux qu'il y a à nourrir sur l'exploitation. On est sur certaines marques sur des capacités qui sont réduites avec un nombre de passages très fréquent devant les animaux. Donc voilà, il faut laisser le temps à l'outil de pouvoir faire toutes les rations différentes qu'on lui a demandé de faire. Voilà, donc un sous-équipement peut engendrer très rapidement une sous-distribution de rations aux animaux, donc une baisse d'ingestion et une baisse de performance laitière ou de croissance. Donc maintenant pour ma part, je vais aborder l'impact sur le travail et un impact économique. Au niveau d'impact travail, il est clair que ce système peut amener une réduction de l'astreinte de l'alimentation et qui était quand même l'alimentation qui est le deuxième temps d'astreinte en élevage laitier. Il est couramment admis qu'il y a une diminution qui est comprise entre 20 à 50% de son temps au niveau du temps de l'alimentation grâce à l'automatisation. Alors, sauf bien sûr si l'élevage était avant avec donc une automatrice gérée par une CUMA. Et ça permet également plus de flexibilité dans sa gestion de l'alimentation et de la facilité de remplacement. Il y a moins de consignes à passer parce que la ration elle est donnée à l'automate et pas à un autre intervenant. Et donc il y a plus grande constance dans l'alimentation. Toutefois, il ne faut pas négliger que ça remplace pas, l'automate ne remplace pas tout. Il reste quand même du temps pour s'occuper de l'alimentation. Le temps principal, c'est le chargement de la cuisine qui représente généralement plus de 50% du temps au niveau de l'alimentation automatisée. Donc comme on l'a déjà dit, il faut faire attention au positionnement de la cuisine par rapport notamment au silo. Et voilà, attention au niveau de la fréquence de chargement qui est très différente d'une ferme à l'autre. Il y a des gens qui chargent les cuisines tous les jours, il y en a qui chargent tous les 2 jours, d'autres tous les 3 jours. Et une cuisine, ça s'entretient, donc il y a un peu de temps à passer tous les jours
pour nettoyer. Et voilà, le matériel aussi nécessitera un entretien. Et puis ça, c'est pas un temps très important, mais il faut régulièrement aller réenregistrer bien sûr ces rations dans les logiciels. Et là, un point qui est très important, il faut également gérer tout ce qui est les refus et nettoyer les tables d'alimentation. On a déjà parlé de la capacité, mais on va y revenir une dernière fois. Il faut vraiment s'assurer que la capacité de l'outil soit en phase avec le nombre d'animaux à nourrir. Donc toujours dans l'impact travail économique, on a un point très important, c'est l'impact économique. Donc l'investissement dans un automate de distribution peut rapidement dépasser les 300 000 € avec les aménagements. Donc il est important de réaliser une étude économique en amont pour voir que l'investissement est réellement réalisable. Et il faut bien tout compter, parce que tout va très vite. Il y a certes l'achat de l'automate, mais il y a tout ce qui est à côté. On peut éventuellement avoir des silos à réagencer pour permettre qu'ils soient d'un dimensionnement permettant une bonne reprise des fourrages et un bon avancement. Il faut aussi réfléchir à tout ce qui va être au niveau de l'aménagement pour la circulation, pour l'automate s'il est sur roue. Bien sûr, il y a la création donc, de la cuisine. Et donc, s'il y a des questions à acheter. Il y aura les cellules à acheter. Il y a des cellules pour le stockage des minéraux à acheter. Il y aura aussi éventuellement des rideaux amovibles à acheter. Bien sûr, on a dit l'automate. Et puis, il peut aussi également avoir des aménagements à réaliser dans le bâtiment d'élevage. Et bien sûr, il y a aussi des équipements qui sont nécessaires dans le cadre d'une cuisine pour rechercher la cuisine. Bien sûr, un tracteur ou télescopique. Et bien sûr, éventuellement, un système comme un système Vector, un décile-cube. Donc l'impact économique de tout ce travail, c'est qu'il faut aussi tenir compte des frais de fonctionnement. Donc ça, c'est ce qui va arriver après l'installation du robot. Donc il va y avoir un contrat de maintenance, des pièces d'entretien à renouveler régulièrement, une consommation d'électricité ou de GNR qui est à prendre en compte, et également, donc, comme disait oui, le coût de chargement de la cuisine, le temps que va passer le tracteur ou le télescopique ou le décile-cube à reprendre les fourrages du silo. Voilà. Et bien sûr le temps de travail humain qui est nécessaire tout autour. Donc au final, le coût rapporté au 1000 litres, il peut être très variable d'une exploitation à une autre. Ça peut aller d'un peu moins de 30 € à plus de 60 € les 1000 litres. Et bien sûr, tout ça est très lié à la taille de l'exploitation, sur la dilution de ce coût. Donc on arrive à la conclusion donc, dans notre intervention. Comme on l'a dit, il est important de faire une étude technico-économique. On peut faire un point sur les atouts, l'opportunité, faiblesse et menaces. Donc la FOM qui en découlera de cet investissement. Donc bien sûr, on a vu les différents atouts, donc, qui sont la réduction de l'astreinte, une optimisation de la gestion de l'alimentation, une opportunité qu'on peut retrouver, éventuellement une baisse de la dépense énergétique. Au niveau des faiblesses, on se crée un investissement supplémentaire. Il y a une adaptabilité pas toujours simple en fonction de différents éléments. Et il y a aussi les effets de seuil qu'il ne faut pas négliger, un effet de seuil qui peut... il y a toujours des limites de capacité à chaque outil. Et une menace qui nous pèse bien sûr, c'est qu'il y aura de l'entretien réalisé et qui dit automate dit gestion des alarmes. Alors, Littoral Normand, il peut vous accompagner dans son projet, que ce soit au niveau de l'étude économique, que pour la réalisation de bâtiments et des agencements, ou encore pour le suivi technique de cet outil. Donc n'hésitez pas à nous contacter en contactant le service client de Littoral Normand, donc le 02 31 46 84 09. Et donc nous vous remercions pour votre attention. Merci à tous.